Le 19h30. François de Brigode. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. En République démocratique du Congo, c'est la première visite du roi des Belges Philippe et de la reine Mathilde. En toile de fond, le passé colonial. On retrouvera Daniel Welter en direct qui est sur place. Un garçon de 2 ans a accidentellement tué son père en Floride en tirant avec une arme chargée, laissée sans surveillance par ses parents. Cela pose une fois de plus la question de la vente libre des armes. On retrouvera en direct Pauline Simonet à Washington. Moins de désordre dans les tiroirs. La décision européenne est tombée. Il y aura à l'avenir un chargeur unique pour les GSM, pour les tablettes et pour les liseuses électroniques et les écouteurs aussi. Une découverte étonnante, des champignons qui peuvent servir à fabriquer des panneaux isolants. Mode d'emploi dans quelques instants. À la veille du match contre la Pologne, Roberto Martinez fait face aux critiques et il répond, on peut même dire qu'il se défend. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le couple royal a décollé aujourd'hui de Melsbrook à destination de la République démocratique du Congo. Cette visite royale, initialement prévue pour célébrer les 60 ans de l'ancienne colonie belge en 2020, a été reportée à 3 reprises. 2 fois pour cause de Covid, une fois en raison du conflit en Ukraine. Daniel Welter, vous êtes avec nous sur place au Congo, en direct, un voyage que l'on peut qualifier d'important, Daniel. Oui, un voyage important, même très important, voire historique pour le roi, mais aussi pour les Congolais. En tout cas, à voir les milliers, les dizaines de milliers de gens qui s'étaient massés depuis l'aéroport de Kinshasa jusqu'au centre-ville. Il y a 25 km. Eh bien, je peux vous dire que c'était 25 km de liesse, d'effervescence, de coups de klaxon, de cris, d'applaudissements. On entendait, ça y est, j'ai réussi à voir le roi. Certains avaient des t-shirts à l'effigie du roi et de la reine, surtout le passage de ce convoi royal qui a duré 40 minutes, eh bien la population chantait, parfois dansait. C'est dire si elle attend beaucoup de ce voyage, de cette visite de 7 jours, c'est énorme, de ce couple royal ici au Congo. Et il faut dire que le roi Philippe avait marqué les esprits il y a 2 ans en prononçant ses profonds regrets par rapport à tout ce passé colonial, toutes ces atrocités qui étaient commises notamment par son arrière-grand-oncle à une certaine époque. Eh bien le Congo était sa propriété privée. Alors demain, il doit réitérer ses regrets. Est-ce qu'il ira plus loin? C'est là toute la question. En tout cas, l'attente des Congolais est grande. Merci Daniel. Le couple royal est accompagné par la ministre de la Coopération et Développement, Myriam Kittir, du secrétaire d'État chargé de la politique scientifique, Thomas Dermine, et évidemment du Premier ministre, Alexander De Croo. Je vous propose de découvrir donc leur arrivée au Congo. Imad Messoudi, Bruno Duvillier. C'est la première fois depuis 12 ans qu'un avion royal débarque au Congo, 12 ans après son père, le roi Albert II. Voici le roi Philippe qui foule le sol congolais à l'aéroport d'Ndjili. Une visite historique, une visite symbolique, une visite attendue ici au Congo, comme chez nous. C'est au son de la fanfare militaire que le président congolais Félix Tshisekedi et son épouse Denise accueillent le couple royal et les membres du gouvernement fédéral dirigé par Alexander De Croo, un Premier ministre qui connaît personnellement l'actuel président congolais. Pour Alexander De Croo, cette visite au Congo, c'est un pas important pour le futur des relations entre nos 2 pays. On sait très bien quels sont les liens historiques entre notre pays. Je pense que c'est important aussi d'affronter notre histoire, de dire les mots qui sont parfois un peu difficiles, mais le vrai enjeu, naturellement, c'est le futur. Je pense que parfois, pour pouvoir construire un bon futur, il faut affronter le passé. On a vu la lettre de notre roi il y a quelques années, une lettre tout à fait historique. Je pense que y aller et faire un message en prolongement de cette lettre est un moment très très important. Je pense que c'est vraiment un moment historique. Philippe et Mathilde doivent se déplacer depuis Kinshasa vers Bukavu dans l'est du Congo et Lubumbashi au sud. Le roi et le président se sont déjà entretenus à l'aéroport pendant une vingtaine de minutes. La population congolaise a déjà réservé un accueil chaleureux au couple royal. De bon augure pour cette visite qui doit durer 5 jours. Et ces visites sont de véritables baromètres politiques des relations entre la Belgique et la RDC. Ces visites royales font parfois couler beaucoup d'encre. Stéphanie Lepage et Rachel Crivellaro. L'exception qui confirme la règle, Léopold II, fondateur du Congo et seul monarque belge à n'y avoir jamais mis les pieds, contrairement à son successeur le roi Albert qui s'y rendra à plusieurs reprises et à chaque fois se montrera très critique sur la situation sur place.
Il dénonce à chaque fois, que ce soit en 1909, c'est la fin du Congo léopoldien, ou en 1928, par exemple, c'est déjà le Congo belge depuis presque 20 ans, il trouve qu'il y a un enrichissement en fond au profit de la métropole, mais pas des populations locales, et que le bien-être des populations locales est bien davantage pris en considération. En sa qualité de prince, Léopold III visitera aussi le Congo. Quant à Baudouin, il y effectuera de nombreux voyages. Accueilli avec chaleur, le jeune roi triste y retrouvera même le sourire. Mais en juin 1960, son discours à l'occasion de l'indépendance du pays jette un froid. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Dans son discours en résumé, la Belgique a envoyé les meilleurs de ses fils qui ont tout fait pour le Congo, qui ont tout donné au Congo. En réalité, Baudouin disait « Nous vous avons fait », c'est le discours du grand-père à son petit-fils. Il faut attendre 2010 pour qu'un nouveau roi des Belges se rende au Congo. À l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance, la venue d'Albert II ne fait pas de vagues. Aucun discours, il est vrai, n'est au programme. Contrairement à ce qui est prévu pour la visite du roi Philippe, qui débarque au Congo après avoir exprimé pour la première fois les regrets de la Belgique pour les souffrances causées durant la période coloniale. Le roi s'est déjà exprimé sur le sujet dans cette fameuse lettre du 30 juin 2020 au président Tshisekedi, mais c'est ici, au Congo même, devant les Congolais, devant les caméras, qu'il pourra peut-être revenir une fois encore sur ce passé colonial. Il faut qu'on arrive aux excuses plutôt que de regrets. Tant qu'on ne se met pas à dire ce qu'avait été la colonisation, on tourne autour du pot, que cette fois-ci qu'on casse le pot. Très attendu à Kinshasa, le discours du roi donnera le ton sur la forme que prendront à l'avenir les relations belgo-congolaises. Voilà pour la page Congo. Un garçon de 2 ans a accidentellement tué son père en Floride en tirant avec une arme chargée, laissé sans surveillance par ses parents. Pauline Simonet, les accidents de ce genre sont nombreux aux États-Unis et posent, et oui, une nouvelle fois, la question des ventes d'armes, de la vente libre des armes. Un nouvel accident tragique. Toute la famille était réunie, le couple et les 3 enfants, dans la même pièce lorsque le petit dernier, âgé de 2 ans à peine, a pris cette arme qui se trouvait tout simplement dans un sac par terre et il a tiré dans le dos de son papa qui regardait un jeu vidéo sur son ordinateur. Quant à la mère, elle était dans liberté conditionnelle, elle n'était pas autorisée à porter une arme. Eh bien, elle a été incarcérée et inculpée pour homicide involontaire. Alors effectivement, les accidents de ce type sont très fréquents aux États-Unis. Rien que cette année, 163 personnes ont été touchées par des tirs accidentels provoqués par des enfants, dont 46 sont décédés. Et la plupart du temps, les victimes elles-mêmes sont des enfants de moins de 10 ans. Et d'ailleurs, cette année, les armes à feu sont devenues la première cause de mortalité infantile aux États-Unis. Alors ce nouveau drame, il intervient justement au moment où le débat a été une nouvelle fois relancé au Congrès, juste après cette fusillade qui a eu lieu dans une école primaire du Texas et qui a fait 21 morts. Les démocrates proposent notamment justement de contraindre les détenteurs d'armes à feu à les garder dans un endroit sécurisé, fermé à clé. Ils proposent également d'interdire les fusils d'assaut ou encore de renforcer les contrôles lors de l'achat d'armes. Mais les élus républicains ont déjà marqué leur opposition à ces réformes. Donc cette réforme a très peu de chances d'aboutir. Merci Pauline. Chez nous, une entreprise a entamé ce matin les travaux de démolition de la maison ayant appartenu à Marc Dutroux à Marcinelle. Les caves de l'habitation seront conservées, je vous le disais hier, en surface. Le bâtiment sera remplacé par un jardin mémoriel au terme de travaux d'aménagement qui devraient durer plusieurs mois. Et puis, les dégâts causés par les intempéries de dimanche après-midi provoquent toujours des problèmes en SB. Et Marc Mellon, vous êtes à nu. La protection civile ce soir est encore, on peut le dire, sur pied de guerre. Marc. Oui, bonsoir François. Effectivement, ici, c'est le personnel de la protection civile, ce sont les collaborateurs de la protection civile qui sont à pied d'œuvre, tout comme le sont ailleurs dans d'autres endroits les sapeurs-pompiers de la zone SB. En fait, ici, ils sont occupés à vider le bassin d'orage. Vous savez que depuis quelques heures, il y a une polémique entre les habitants du village de Croin et les autorités communales de Hanu.
Et ce matin, le bourgmestre de Hanu, Manu Douet, a demandé, a donné l'ordre, la mission à la protection civile de vider ce bassin d'orage. Alors évidemment, il y a des millions de litres. Je vois 2 pompes en action. Et le lieutenant Manu Delay est avec nous. Monsieur Delay, comment les opérations se déroulent-elles ? Il faut savoir qu'on est sur un bassin d'orage d'une capacité de 3 500 000 litres qui est arrivé à saturation. Donc notre rôle, c'est de le vider afin de réguler le débit et ne pas non plus noyer de nouveau la population ici plus bas. Voilà, vous êtes sûr que vous n'allez pas inonder le village de Cruin ? Non, c'est maîtrisé, on a bien vérifié les choses. Donc, il faudra des heures, de nombreuses heures pour effectuer le travail. Des heures et des heures, bien sûr. Nous avons mis 2 grosses pompes en action d'une capacité, on évacue 10 000 litres minutes. Donc maintenant, le niveau a descendu à peu près de 40 cm. Donc on a une capacité de réserve pour l'instant à peu près d'1 million de litres. Donc déjà pour l'instant, pour d'éventuelles précipitations à venir. Oui, effectivement. En fait, des précipitations sont annoncées pour demain matin à partir de 7 heures et on parle de précipitations de l'ordre de 25 litres au mètre carré et ce pendant plusieurs heures. Donc les habitants de la région de Hanu sont forcément inquiets, ce qui inquiète aussi les services de secours, la protection civile comme les sapeurs-pompiers évidemment. Alors demain, dans un autre village de Hanu, à Tine, ce sera le bassin d'orage qui sera vidé. Et entre maintenant et demain midi, en fait, des entreprises privées, aussi les ouvriers communaux de la ville de Hanu qui travaillent aussi à pied d'œuvre depuis plus de 48 heures, vont placer en fait 130 ballots de paille de 350 kilos aux endroits critiques. Donc voilà, il y a encore énormément de travail ici, puisque, je vous le rappelle, on annonce de nouvelles précipitations demain. Voilà, François, ce que l'on peut dire ce soir ici, en direct de Cruin. Merci Marc. D'autres personnes qui sont sur pied de guerre, ce sont les assureurs. Leur travail n'est pas facile, mais la tâche est aussi compliquée pour les assurés qui doivent retrouver des documents qui prouvent qu'un certain nombre de leurs biens ont été endommagés. Reportage Simon Brem. Les mesures d'urgence, elles peuvent être prises. D'accord. Donc une remise en route de chaudière, tout ça, ça peut être fait directement. C'est l'heure du constat pour cette Hanutoise sinistrée. Avec son courtier, elle s'occupe du plus urgent. Ce n'est pas la première fois qu'elle subit des dégâts des eaux et elle redoute que cela se reproduise encore à l'avenir. Je suis très inquiète et je me suis déjà dit, est-ce que je vais vendre cette maison? Mais en disant bien aux nouveaux acheteurs, voilà ce qui peut arriver. Donc nous sommes vraiment dans une situation qui n'est pas très confortable, mais pour le moment nous devons gérer. Vu que les sinistres sont récurrents chez Brigitte, une question se pose. Les assurances vont-elles continuer à l'indemniser à chaque fois? Pour l'instant, son courtier se veut rassurant. Ici, on a déjà eu le problème 2-3 fois. Et bon, ça n'a jamais posé souci. Comme je l'expliquais avec Brigitte, elle n'y peut rien ici sur la situation. C'est complètement indépendant de sa volonté. C'est pas un problème d'entretien du bâtiment ni quoi que ce soit. Ici, c'est les rues les eaux qui viennent des campagnes du dessus. L'une de ses voisines, elle, est particulièrement inquiète. Ici, il y a eu encore plus d'inondations par le passé et elle craint de ne plus être remboursée par son assureur. La personne que j'ai eue en ligne ne sait pas me dire ce qui va en être pour plus tard, mais l'expert qui est venu l'année passée m'a prévenu que si ça recommençait, que, à mon avis, je serais éjectée. Donc voilà. Au total, environ 200 foyers ont été touchés par les inondations à Hanu. Hier déjà, cet assureur a ouvert un bureau d'urgence dans un camion. Et aujourd'hui, la journée est de nouveau fort chargée. Ce matin, on a ouvert le bureau donc à l'heure normale, mais on va faire une tardive aujourd'hui jusqu'à 19h. Donc on a fait la communication à l'hôtel de ville de Hanu pour bien spécifier qu'on était disponible jusqu'à 19h pour recevoir les gens et les aider dans leur déclaration. A priori, les personnes sinistrées devront attendre entre 2 semaines et 1 mois pour savoir à quelle hauteur elles seront indemnisées. À suivre dans ce journal, si vous faites du shopping en Grande-Bretagne, vous devez déclarer en Belgique ce que vous ramenez. Le Brexit change tout, on le verra. Nous nous rendrons en Syrie où la sécheresse accentue en fait la crise alimentaire dans le nord du pays. Rafael Nadal a reconnu pratiquer des injections régulièrement pour soigner son pied, des injections qui posent question. Les 27 pays de l'Union européenne et les eurodéputés se sont mis d'accord aujourd'hui pour imposer dans l'Union un chargeur universel pour les tablettes, les liseuses électroniques, les écouteurs, les appareils photo numériques, les casques et les consoles de jeux vidéo. Bref, un chargeur unique, cela va vraiment nous changer la vie. Quentin Warlop. USB-C, USB-A, Lightning ou encore port USB, les chargeurs incompatibles, en 2024,
ce sera fini. L'Union européenne faisait pression depuis plus de 10 ans. Today we have made the common charger a reality in Europe. European consumers were frustrated with multiple chargers piling up within their homes. Now they will be able to use a single charger for all portable electronics. Une évolution et une simplification pour les consommateurs. Ça pourrait être mieux, c'est vrai. On aurait moins de rangements à faire avec les câbles. On aurait moins de câbles visibles sur le bureau. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal. J'ai oublié de le charger et quand je pars, j'ai plus de batterie. Alors je demande à mes amis, à des personnes de ma famille, c'est pas la même marque, c'est pas le même modèle et alors je suis embêté. Voilà. Un chargeur unique pour tous les appareils, une révolution et une diminution de la pollution. These new rules will save more than 1,000 tons of electronic waste per year. Could you imagine? Just for one regulation? La marque à la pomme faisait pression et sort perdante car elle ne pourra plus vendre son propre chargeur. Il faisait de l'argent en vendant nécessairement des chargeurs chaque fois qu'il vendait un téléphone portable ou un autre appareil. Aujourd'hui, ce sera dans 2 ans, en 2024, le consommateur aura le droit de dire « je veux bien acheter un nouveau téléphone, mais je n'ai pas besoin de chargeur ». Téléphone mobile, tablette, liseuse électronique, casque, appareil photo numérique, console de jeux portable ou encore enceinte portative, tous devront être équipés d'un même port USB-C d'ici l'automne 2024. Et puis Wout van Aert a terminé 2e de la 3e étape du Critérium du Dauphiné à Chastres-Sancy, donc dans le département du Puy-de-Dôme, après une étape de 169 km. Le champion de Belgique pensait s'imposer, mais David Gaudu l'a dépassé sur le fil. Van Aert avait commencé à lever les bras avant de voir le Français lui chipper la victoire. Il se consolera en enfilant le maillot jaune du leader de l'épreuve, ce qui n'est quand même pas mal. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, QR L'Actu avec Sacha Laout. Je vous retrouve demain, 19h30.